Bienvenue sur Africa News 360, la voix d'une Afrique libre et souveraine. Abonnez-vous et restez informés. On s'est dit peut-être le frère n'a plus les moyens de nous protéger et les moyens de nous renseigner. Ce n'est pas qu'on est contre eux. Les États africains sont donc il faut chercher d'autres moyens. On gardait le seul interlocuteur parce qu'eux-mêmes étaient unis. Mais la Russie n'est plus avec eux. La Chine n'est plus avec eux. Nous nous sommes donc dit, on ne peut pas faire uniquement le multiculturalisme politique sans faire le multiculturalisme économique. C'est là qu'on nous a eu. Nous avons donc décidé, comme il nous dit que le multipartisme fait partie des zones d'influence, on y ajoute le multipartisme économique. Et on s'est rendu compte que dans leur propre Google, la dette souveraine mondiale appartient à la Chine, à l'Inde, au Brésil, à la Russie et à 4 pays africains. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va encore chercher là-bas? Celui qui nous ouvre les yeux, c'est le dernier Mohican, je crois, le président sénégalais Macky Sall. Je crois qu'il était président de l'Union africaine, je termine par là. Il allait, quand les gens l'ont commencé à voir un peu faim, nous on n'a pas su que le blé que les minorités de France envoyaient dans mon pays, en fait c'était le blé russe. Et parce qu'il avait dit, pour mon précaré, vous voulez quelque chose, vous passez par moi, ils veulent quelque chose, ils passent par moi. Et c'est le jour où Macky Sall dit qu'il n'a pas su là où sont passés les bateaux de blé et les bateaux de riz, qu'on a dit, hey, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça avait disparu entre la mer Rouge qui sort de Russie et là où se trouve la Turquie. On demande au Turc, le Turc dit que j'avais aperçu, mais on se rend compte qu'en fait, la Turquie est un pays européen. Il a seulement la malchance qui parle une langue qui n'est pas la leur. On s'est donc dit, comme on a découvert le poteau rose, on va se déterminer soi-même. Et c'est à ce niveau que 4 questions se posent sur lesquelles il voudrait qu'on débatte. La première, c'est que est-ce que le renseignement russe le meilleur, monsieur l'ambassadeur, a déjà réglé le problème? Moi, je suis allé interroger l'Agence panafricaine d'information et de renseignement et je me suis rendu à l'évidence que les pays africains travaillent en très bonne intelligence avec la Russie, avec la Chine, tout le monde les pays émergents avec lesquels ils se font. Donc le renseignement est bon. Deuxième chose, et c'est là le plus intéressant, est-ce qu'on peut douter du fait que la France veuille revenir en Afrique? Je dis non, au regard de ce que M. le directeur a dit tout à l'heure, les petits coups d'État à gauche, on ne reviendra pas sur les Kadhafi et les autres. C'est terminé. Le plus important, c'est pour cela que je vous dis merci, c'est de dire aux Africains que la guerre de demain, c'est la guerre de communication. Je n'ai pas dit la guerre d'information. Je n'ai pas dit la guerre du journalisme. Je n'ai pas dit la guerre médiatique. La guerre de communication. Même si on tue 100 chefs d'État, ça ne changera rien si vous gardez le cap de former les Africains avec le langage des Africains, pour les Africains et avec les Africains. Donc, ça c'est la deuxième interrogation. La troisième interrogation, c'est qu'il faut être très vigilant dans les bureaux africains. Parce que les formes de défense d'influence changent comme l'eau avec la couleur. On peut avoir oublié le coup d'État d'hier au Burkina Faso, mais on oublie qu'il y a un autre coup d'État dans le bureau administratif qui consiste à faire que dès qu'on vous donne l'information stratégique sur la découverte d'un puits d'or, d'un point d'or, machin truc, au lieu de travailler pour renseigner votre chef d'État, vous renseignez une autre personne. Or, ça réveille chez eux les vérités de dire on ne va pas perdre ce or, on ne va pas perdre ce diamant. Les Africains ont donc intérêt à faire ce que l'AES est en train de faire aujourd'hui. Vous avez vu que là-bas, les images sont celles que vous avez là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre que pour avoir un juge, on l'habille comme un juge grec. Ça paraît bizarre, mais ça joue sur le subconscient des gens. On ne peut pas comprendre qu'il y ait des gens qui doivent aller au front et d'autres qui ne doivent pas aller au front alors qu'on défend la même mère patrie. La troisième interrogation. La quatrième? La quatrième, c'est celle de la communauté qui parle de la RDA et qui ont été adaptés par les Français qu'ils ont appelé CEDEAO. La mieux mise en place après les indépendances. Scrutons les autres Bob Denard qui sont maintenant les États et les organisations. Comment vont-ils se comporter maintenant que cette information est tombée?
Est-ce qu'on va encore vivre ce qu'on a vécu entre le Mali et le Bénin? Est-ce qu'on va encore vivre ce qu'on a vécu entre le franc CFA et l'ECO, avec 2 Africains dont l'un était à la peau blanche, déclaré qu'on vient de créer une monnaie africaine? Est-ce qu'on va encore vivre ce que le Nigeria, qui profite le plus de la CEDEAO, et dont le président a failli flancher en tombant dans le piège de vouloir aider Macron à revenir en Afrique? Je dis à Macron, l'Afrique vous est ouverte. Les Africains vous sont ouverts, mais ce sera désormais donnant, donnant. Merci François Piquereau pour cette intervention qui a balayé un peu tous les aspects du sujet du jour. De revenir sur les accusations concrètes. C'est comme si l'homme de Bob Dylan, je dis Bob Dylan, enfin, Foucault, replanait de nouveau sur le continent africain. Didier Alorou, historiquement, la France a souvent utilisé les cellules africaines à l'Élysée pour maintenir ses alliés. Ces méthodes de coups tordus sont-elles encore possibles dans le renseignement français de 2026? Non, je ne pense pas que la France ait depuis changé. Hein. La France n'a pas du tout changé. C'est l'adversité qui a changé. C'est les méthodes, bon, l'adversité évidemment, mais aussi le fait que beaucoup d'Africains n'aient toujours pas pris conscience des gens qui sont en face d'eux. C'est ça le réel problème et c'est ça qui favorise un meilleur terrain de jeu pour la France. Et de tout le temps, la France a toujours utilisé, a toujours mis en place la politique de la terre brûlée quand elle est chassée de quelque part. Les histoires sont nombreuses. Hein. Légion. Sont légion. Et on peut, vous avez bien fait de parler de Bordena tout à l'heure, et on se rappelle de l'incident de Cotonou contre le président Mathieu Kérékou. Mais il y a eu également l'opération Persil, celle de la Guinée équatoriale, du Guinée-Conakry. Et puis nous avons aussi... Barracuda, on peut les multiplier. Barracuda, on peut enchaîner les... Et l'erreur du Tchad. Absolument. Donc il y a beaucoup d'exemples. Mais dans tous les cas, on observe que soit on fait émerger, on fabrique un opposant qu'on finance, soit on vous crée une opposition qu'on arme, soit Comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire en 2002. Les exemples, il y en a beaucoup. Il n'y a que les exemples. Donc voilà, il n'y a que des exemples. Donc dans l'histoire, la France s'est très mal illustrée en cette matière, c'est-à-dire que à chaque fois, comme l'a dit François, chaque fois la France veut toujours garder son influence, mais elle se comporte très mal vis-à-vis de l'Afrique et des gouvernements successifs. Donc la France n'a pas changé et à mon avis, elle ne changera pas. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est nous qui devons changer. C'est-à-dire que c'est nous qui devons changer notre approche, notre manière de faire et notre manière de gouverner, notre manière d'aimer beaucoup plus notre patrie, notre continent, notre manière de soutenir nos dirigeants qui sont dans le vrai, notre manière donc de nous battre, de travailler à émerger et à avoir donc de la voix dans le Conseil des Nations. Je crois que c'est ça qui est important. Sinon, la France, elle ne changera jamais.